Mais d'abord, c'est l'heure de notre débat et on va s'intéresser à la crise migratoire en Europe, une crise migratoire aux frontières européennes. Alors, d'abord à la frontière entre la France et la Grande-Bretagne, puisque le gouvernement a évacué le camp de Grande-Sainte avec 1500 migrants hier. Et puis, cette crise migratoire, elle sévit surtout à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, avec des milliers de migrants qui sont pris au piège tendu par le dictateur bélarusse Alexandre Loukachenko. Et les tensions s'intensifient entre les migrants et les forces de l'ordre polonaise. On fait le point sur les derniers éléments avec Gaspard Flamand. À la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, la situation ne s'apaise pas. Les policiers polonais utilisent gaz lacrymogène et canons à eau pour repousser des migrants qui leur jettent des pierres en voulant passer la frontière. Sur place, la commissaire européenne aux droits de l'homme appelle à une désescalade. La situation est évidemment extrêmement complexe et problématique. Nous pouvons voir l'énorme souffrance des personnes qui sont laissées dans l'incertitude. Ce que fait le Bélarus et la façon dont les gens sont manipulés sont absolument inacceptables. Actuellement, 4000 personnes campent à la frontière, dont des femmes enceintes et des enfants, dans des conditions très difficiles, avec des températures en dessous de 0 degré. Après une conversation avec Angela Merkel, le président biélorusse assure vouloir éviter que la crise ne dégénère. Nous sommes parvenus à un consensus selon lequel personne n'a besoin d'escalade, ni l'Union européenne, ni le Bélarus. Et nous ne pouvons pas permettre qu'une escalade, peu importe à quel point quelqu'un le souhaite, devienne une confrontation ardente. L'Union européenne l'accuse pourtant d'être à l'origine de cette crise migratoire pour se venger des sanctions infligées à son pays l'année dernière, après sa répression violente de l'opposition. Il ne s'agit ni plus ni moins d'un trafic d'êtres humains à grande échelle. C'est intolérable, insupportable. Loukachenko organise les flux migratoires. Loukachenko instrumentalise les flux migratoires. Loukachenko manipule les flux migratoires. Lundi, la Pologne a annoncé la construction d'un mur le long de sa frontière avec le Bélarus, car selon Varsovie, cette crise pourrait durer des mois, voire des années. Et pour débattre de cette crise migratoire en Europe, j'accueille sur ce plateau Jean-François Rapin. Bonjour. Vous êtes président de la Commission des Affaires européennes du Sénat, également sénateur Les Républicains du Pas-de-Calais. Bonjour également Jean-Yves Lecomte, vous êtes sénateur socialiste des Français établis hors de France. J'accueille également Esther Benbassa. Bonjour, vous êtes sénatrice de Paris, membre d'Europe Écologie Les Verts. Et puis enfin, j'accueille Philippe Bonnecarrère, sénateur centriste du Tarn. Bonjour. Jean-François Rapin, je commence par vous avec ces propos du président bélarus qui parle de désescalade, finalement, d'entente plus ou moins avec les Européens pour faire redescendre un peu la pression. Mais quand on regarde sur le terrain, il y a des tensions qui s'intensifient entre les migrants et les policiers polonais. Vous pensez qu'on va avoir une escalade de la violence sur cette frontière ? D'abord, il a du culot, Loukachenko, parce que dire aujourd'hui qu'il attend une désescalade, c'est de bonne aloi. Mais enfin, la situation dans laquelle il se trouve confronté aujourd'hui, parce que je pense que cette situation, certes, elle est difficile à accepter côté européen, mais je pense que dans son pays, elle va commencer à créer des problèmes, parce que l'accumulation aux frontières d'un nombre et d'une population manipulée, maîtrisée de cette façon, ça va lui poser un problème. Donc il doit se rendre compte de ça. Dire aujourd'hui qu'il veut une désescalade, mais qu'il en apporte les signes, c'est-à-dire qu'il revienne en arrière sur tout ce qu'il a fait et qui ont conduit à cette situation. C'est lui qui a voulu mettre en place des mesures de rétorsion face à l'Europe et en utilisant un marché humain. C'est dramatique les images qu'on voit. Dramatique pour les migrants qui le vivent, mais aussi, je le dis, pour les Polonais de la région qui sont aussi dans une situation que j'ai connue dans mon département. Alors, il y a déjà des morts, des migrants décédés à cette frontière. Jean-Yves Lecomte, est-ce que vous craignez une aggravation de cette crise à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie ? Malheureusement, oui. Mais déjà, il faut indiquer que ce n'est pas une crise migratoire. C'est un acte de barbarisme et de gangstérisme, j'ai même presque de terrorisme d'État de la part de Loukachenko, qui a transformé son État en État passeur, en État gangster, et qui mérite donc une réponse appropriée. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas qu'entre la Biélorussie et la Pologne, même si on ne parle que de cette frontière. La Lituanie fait aussi face à ça depuis plus de 3 mois. La Lituanie a fait appel à Frontex, et la Lituanie répond avec Frontex à cette situation en respectant les droits et ses engagements conventionnels. La situation en Pologne est très différente dans la mesure où le gouvernement polonais a mis l'état d'exception sur la bande proche de la frontière, si bien que ni les journalistes
ni les parlementaires polonais ne peuvent aller voir ce qui se passe. C'est-à-dire que finalement, en fait, les choses se font sans qu'il y ait d'observateurs extérieurs. Je suis la responsable des droits de l'homme du Conseil de l'Europe y est allée, mais ça fait partie des exceptions. Et donc, c'est très problématique, même si on doit constater aussi une énorme solidarité d'une part significative des habitants de la zone qui racontent des choses absolument terribles sur les maladies, sur le froid, les besoins de ces personnes auxquelles ni les Biélorusses ni les Polonais ne répondent. Et une espèce de forte solidarité et de mobilisation qui existe du côté de Polonais pour essayer d'aider ces personnes. Il faut essayer de faire en sorte qu'effectivement il n'y ait pas une escalade complémentaire et pour cela c'est important d'inciter à la transparence et au respect du droit. Philippe Bonnecarrère, justement du côté européen, qu'est-ce qu'on doit faire pour entraîner cette désescalade? Est-ce qu'on doit augmenter les sanctions européennes contre le régime d'Alexandre Loukachenko, ou alors est-ce qu'on doit dialoguer, temporiser et essayer de trouver un accord? Je serais clairement dans le fait d'augmenter les sanctions. La fermeté. Je ne crois pas du tout que ce soit un sujet migratoire, comme l'indiquait mon collègue Monsieur Lecomte. C'est un problème politique, je dirais pas militaire, puisqu'il met en cause des civils, mais je crois qu'il y a deux phénomènes. Il y a la volonté du président Loukachenko et du président Vladimir Poutine d'enfoncer un coin dans l'Europe. Ils savent depuis la crise de 2015 que le sujet migratoire est un sujet à très forte tension au sein de l'Europe, entre l'Europe de l'Ouest, l'ancienne Europe de l'Est. Et donc, ils essaient de reconstituer les éléments de cette crise de 2015 en considérant que ces tensions pourraient mettre en cause l'unité des Européens. Donc, c'est le premier sujet sur lequel nous devons nous mobiliser. Deuxième élément, je crois que le président Poutine a une vision de la Russie qui fait que la Crimée, une partie de l'Ukraine et la Biélorussie font partie dans son esprit de la Russie. Le président Loukachenko est très affaibli, y compris par les conditions de son élection, et nous sommes dans une opération sauvetage de Loukachenko et de l'influence russe en Biélorussie, en créant des difficultés et en obligeant les Européens à parler à M. Loukachenko comme quelqu'un de raisonnable. C'est une manière de le resolidifier. Pour moi, c'est vraiment une double opération de manipulation, côté Poutine et côté Loukachenko. Esther Benbassa, Philippe Bonnecarrère faisait le parallèle avec la crise migratoire de 2015. Est-ce qu'on pourrait revivre ce phénomène avec cette situation en Biélorussie? D'abord, il n'y a pas de crise migratoire. Vous êtes d'accord sur ce constat? On ne peut pas parler de crise migratoire. Il y a une prise d'otages de personnes venant de différents pays qu'on a encouragées à partir et pour créer cette situation qui est quand même très dangereuse pour l'Europe. En plus, la construction d'un mur qui coûterait 350 millions entre les deux pays, enfin, je trouve la solution totalement inimaginable. Ça nous rappelle les années du mur de Berlin. Arrêtons avec ça, cherchons des solutions. Il faut disons, préciser et augmenter les sanctions, ne pas laisser trop la Russie s'introduire fermement dans ce conflit, et il faut trouver une solution au plus vite et arrêter déjà les arrivages de migrants de Dubaï et d'ailleurs, et parce que ces migrants sont dans une situation catastrophique. Et puis il faut recréer cette zone, enfin dans cette zone d'état d'urgence, faire venir l'aide humanitaire, l'aide alimentaire, l'aide médicale pour que ces gens aient le minimum de soins et qu'ils aient de quoi manger. Et il faut que la Pologne, même si notre collègue a dit qu'il y a une solidarité avec les migrants en Pologne, quand même la Pologne a envoyé des canons, a tiré des canons en haut, des gaz lacrymogènes. Il ne faut pas que ces migrants deviennent l'enjeu de tous ces États qui sont autour de ces populations. Et je crois que l'Europe devrait réagir au plus vite
et la France aussi, et ne pas permettre quand même la construction de ce mur, parce que ce serait catastrophique. Et justement, Jean-François Rapin, un mot sur les solutions polonaises qui sont apportées, à savoir des forces de l'ordre qui musclent un peu les rapports avec les migrants, avec ces fameux canons à eau et ces gaz lacrymogènes, et puis également ce projet de construire un mur sur la moitié de la frontière. Est-ce que vous êtes favorable à ce projet de mur, sachant qu'il y a plusieurs candidats à l'investiture des Républicains à la présidentielle en France qui, eux, sont favorables? L'idée du mur, c'est une idée qui a été portée pour faire une frontière complémentaire à l'Europe, mais je pense que l'Europe ne peut pas se renfermer sur elle-même. Donc je reviens plus sur ce que vous avez dit par rapport au fait que la Pologne est en défense dans la situation. Elle défend une frontière européenne. Et donc c'est là où on doit se poser la question. Que peut faire, et je le dis parce que j'ai l'impression presque de me retrouver en configuration de la Commission des Affaires européennes, est-ce que l'Europe est prête aujourd'hui à aller plus loin dans l'aide qu'elle peut apporter à la Pologne? On a parlé aussi d'aide humanitaire. Oui, il faut, sur cette zone où on sent très bien que les tensions montent, les tensions humanitaires montent, qu'on puisse apporter de l'aide humanitaire. Une aide humanitaire européenne, pourquoi pas une aide humanitaire mondiale? Et voyons jusqu'où la bonne foi des Russes ira. Parce qu'on nous dit finalement, M. Poutine porte ça, effectivement, notre collègue Boen-Carrer le démontre, mais est-ce qu'aujourd'hui, face à cette situation migratoire, et pas migratoire, je me reprends, cette situation de trafic humain directement impliquant des gens martyrs dans leur pays, est-ce que la Russie est prête à apporter, elle aussi, pourquoi pas, une aide humanitaire sur cette zone? C'est peut-être une question et un test qu'on pourrait faire par rapport aux Russes. S'ils continuent dans la voie de faire les aveugles, on pourra à ce moment-là avoir des présomptions fortes sur la façon dont la Russie veut poser des problèmes à l'Union européenne. Mais je crois qu'aujourd'hui, le temps du dialogue est important. Mais pour revenir à votre question initiale, que la Pologne défende sa frontière et finalement défende la frontière de l'Europe, non, ça ne me choque pas. Même si ça a des conséquences directes, humaines, par les images qui sont fortes. Mais à côté de ça, on doit afficher certes de la fermeté, l'Union européenne doit afficher de la fermeté, mais elle doit aussi afficher de l'humanité. Jean-Yves Lecomte, vous êtes un observateur avisé de la Pologne. Est-ce que vous êtes choqué par la réponse qui est apportée par le gouvernement polonais, ou alors est-ce que la Pologne est vraiment délaissée par l'Union européenne et la Lituanie a demandé l'aide de Frontex, elle l'a eu, la Pologne ne le demande pas. D'une certaine manière, le gouvernement polonais aujourd'hui considère que c'est une aubaine parce que ça lui permet d'éviter de continuer le débat sur l'état de droit. Et de démontrer finalement que face à des problèmes sérieux, elle ne peut pas compter sur l'Europe. Elle ne demande pas l'intervention de Frontex. Elle ne demande pas. Elle utilise cette situation pour démontrer qu'elle n'a pas besoin de l'Europe pour défendre ses frontières. Et pendant ce temps-là, effectivement, il y a pas de la part du gouvernement, de la part de la population polonaise, il y a une réelle solidarité. Avec des témoignages vraiment très poignants de ce qu'ils font et de ce qui est observé. La deuxième chose que je veux dire, c'est que ce mur, au-delà de les symboles qui sont cités, on est comme une partie de la frontière polono-bélorusse qui est la dernière forêt primaire d'Europe. C'est un joyau européen, c'est au patrimoine mondial de l'humanité. Pour quelque chose qui peut être résolu d'une autre manière, je pense qu'on ne peut pas se permettre de détruire ça. Et enfin, au-delà de la symbolique, mais je le dis parce qu'on l'oublie dans ce débat, en fait, alors qu'il y a aussi ça. Et puis, je crois qu'il faut aussi, parce que c'est... Il y a eu les avions biélorusses qui sont allés directement en Irak. Mais bon, les choses sont petit à petit. L'Union européenne, la diplomatie européenne depuis plusieurs mois empêche cela. Maintenant, il y a les hubs. Donc il y a Dubaï, il y a Doha, il y a Moscou, il y a Istanbul. Et on voit bien qu'on a besoin de ces pays-là pour bloquer les arrivées vers la Biélorussie. Ça se fait, la Turquie, elle accepte, les Émirats, le Qatar l'entendent. Et je crois qu'en fait, tous les pays qui doivent participer, on doit essayer de découpler ce qui se passe à le régime de Minsk. On doit mobiliser la Turquie, la Russie et tous les autres pays pour empêcher finalement ce comportement de preneurs d'otages de continuer à se développer. Parce que tout le réseau consulats honoraires, des agences de voyage biélorusses, partout dans le monde, sont mobilisés pour cette opération de prise d'otages. C'est réellement scandaleux et on doit vraiment faire bloc
tous les pays du monde doivent faire bloc face à cette situation. Donc c'est un sujet international qui peut être réglé avec beaucoup d'acteurs, on l'a compris. Philippe Bonnecarrère, du côté de l'Union européenne, est-ce qu'elle doit faire pression sur la Pologne pour que la Pologne ne construise pas ce mur? Ou est-ce que vous n'êtes pas choqué par ce mur qui va se construire, sachant que le ministre de la Défense polonais a dit récemment que cette crise migratoire pourrait durer plusieurs mois, voire plusieurs années? Je suis impressionné par deux choses. Premièrement, la violence des rapports de force dans la société aujourd'hui dans le monde, avec la montée, la multiplicité des crises, et derrière des rapports de force. La France a une tradition de qualité de relation avec la Russie, mais il faut bien admettre qu'entre les manipulations électorales, les cyberattaques, l'utilisation d'armes hybrides, mot particulièrement abominable, avec l'utilisation des migrants, les problèmes en Ukraine, nous accumulons les contentieux avec la Russie, de telle manière que la question posée par mon collègue M. Rapin tout à l'heure sur Russie, démontre-nous ta bonne volonté, est vraiment posée. Sur la question du mur, envisagé par les Polonais, je crois que ce sujet va être énorme dans ses conséquences qu'on ne mesure pas. Je pense que les Polonais vont réaliser ce mur. 2, je rappelle que 10 pays de l'Union sur 27, ce qui est énorme et qui n'est pas simplement limité au groupe de Visegrad, ont déjà demandé à la Commission de réaliser un mur sur les frontières externes. Et si ce mur est réalisé, et s'il fonctionne au sens matériel du terme, je pense que nous aurons d'autres demandes en Europe de ce niveau. Nous pourrons avoir ce type de demande, outre la Lituanie, par exemple, sur les zones grecques, et nous basculons dans un tout autre système qui met en tension vraiment notre fonctionnement de société. Nous avons ce que nous appelons un état de droit, et on voit bien qu'il y a aujourd'hui un rapport de force entre cet état de droit, les règles de droit qui définissent nos démocraties, et de fortes tensions pour aller, au contraire, vers des rapports de force, ce que le droit est censé réguler. Et donc là, c'est à mon avis la principale difficulté pour l'Union européenne. Comment répondre à cela sans mettre à bas son système de valeurs de droit et sans non plus tomber dans la naïveté, sinon nos concitoyens n'accepteraient aucune naïveté de la part des pays européens, pas plus qu'ils ne l'accepteraient de la part de notre pays. Et sans que l'Europe envoie un signe de refermement sur elle-même. Oui. Oui, Esther Benbassa. Ursula von der Leyen a quand même... Présidente de la Commission européenne. Oui, elle a quand même refusé de financer ce mur, parce que la frontière, je crois, fait 400 km, et le mur serait construit sur les 200. Vous imaginez une Europe... que nos prédécesseurs ont créé pour qu'il y ait cette fluidité, que les guerres s'arrêtent, etc. Enfin, avec toute la symbolisation de la paix. Et là, on rentrera dans des États souverainistes très fermés, des murs. Et à ce moment-là, on peut se dire pourquoi l'Europe. Ça pose des problèmes. Je crois qu'il faut trouver une solution avant que la situation ne se dégrade, puisque la Biélorussie peut aussi arrêter la livraison du gaz russe, et la situation peut s'enflammer. Et à ce moment-là, il faut peut-être faire des efforts pour arriver à des solutions plus viables et pour régler aussi cette crise humanitaire. Enfin, il y a quand même des milliers de gens entassés. Quand on voit cette photo, ça rappelle à l'historienne que je suis d'autres photos. Et c'est terrible. On ne peut pas continuer comme ça. Avec ces images des barbelés. Des militaires derrière, des pauvres gens sans armes devant. Enfin, disons qu'en France aussi, idéologiquement, on a récupéré plusieurs candidats à la présidentielle, et de droite et quelques-uns de gauche ont récupéré le sujet de l'immigration pour en faire un sujet, disons, omniprésent, lorsqu'on sait que les Français s'intéressent d'abord à leur pouvoir d'achat. Et on va en parler du cas français. À l'immigration. Rapidement, Jean-Yves Lecomte, puis après on va parler de la France. Oui, moi je trouve assez terrifiant de voir des
des responsables politiques en Pologne oublier que la liberté de leur pays a été acquise par la chute du mur de Berlin et la lutte pour la liberté du peuple polonais, et de voir que face à la situation qu'il y a aujourd'hui en Biélorussie, ils proposeraient de construire un mur entre la Biélorussie et la Pologne. C'est quand même une perte absolue de boussole et de valeur. Il y a d'autres méthodes pour le faire. C'est une situation compliquée. J'ai la conviction que l'Europe mobilisée est capable de faire en sorte qu'avec nos partenaires internationaux, on puisse juguler cette crise en respectant l'humanité des gens. On ne peut pas comparer ce qui est une attaque, mais c'est une attaque avec des humains, des êtres humains, et il faut pouvoir le faire, respecter leurs droits, respecter leur dignité, et c'est absolument indispensable. Alors vous êtes d'accord pour dire qu'il n'y a pas de crise migratoire entre la Biélorussie et la Pologne, sur cette frontière entre la Pologne et la Biélorussie, mais je vais poser une autre question. Est-ce qu'il y a une crise migratoire en France, puisque depuis des semaines, des mois, il y a des milliers de migrants qui s'amassent à la frontière entre la France et la Grande-Bretagne, et d'ailleurs hier les forces de l'ordre ont évacué le camp de Grande-Synthe dans le département du Nord, où vivent 1500 migrants. Des centaines de personnes ont accepté des solutions de relogement proposées par la préfecture. Je vais poser une question à l'élu local que vous êtes, Jean-François Rapin, l'élu des Hauts-de-France. Est-ce qu'il y a une crise migratoire en France aujourd'hui ? Bien sûr. Et je pense que le fait que le sujet soit porté aujourd'hui à l'aune des médias, puisqu'on a eu 2 débats vraiment axé sur la présidentielle, et on voit que c'est un sujet qui monopolise un temps important. Trop long selon vous ? Je rappelle que vous êtes soutien de Xavier Bertrand. Oui, peut-être trop long, parce que je pense qu'il y a aussi d'autres sujets à prendre en compte, mais ça veut dire que si ce sujet est porté aussi par les médias, ça veut dire qu'il est aussi un sujet qui est porté par les gens. Et je vais vous donner l'exemple de ma région. On a toujours parlé de Calais, de Grande-Synthe, et aujourd'hui, il faut voir que cette situation migratoire est en train de s'étendre sur tout le littoral, jusqu'en Bretagne. Je le sais, pour habiter, moi, à 70 km de Calais, sur le littoral, la situation qu'on connaît aujourd'hui, nous ne la connaissions pas il y a 5 ou 6 ans. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait une concentration malheureuse des migrants sur Calais, mais aujourd'hui, ce phénomène s'étend, parce que les migrants essayent de passer en Angleterre et utilisent tous les accès à la mer possibles qu'ils peuvent utiliser. Ça veut dire un petit bout de plage, ça veut dire un club nautique, ça veut dire un petit bout de roche. C'est dramatique, je l'entends, mais ça veut dire que ça s'étend. Moi, je suis local, vous l'avez dit, je ne connaissais pas ça il y a 5 ou 6 ans, je ne connaissais pas ça quand j'étais maire. Aujourd'hui, ma successeur doit gérer cette situation. Les forces de l'ordre, étendues à tout le littoral, doivent gérer cette situation. Et avec une maîtrise de la situation par les passeurs, parce que c'est les passeurs qu'il faut viser, c'est pas ces gens qu'il faut viser, c'est les passeurs, une maîtrise de la situation et une connaissance du terrain extraordinaire. Ils sont capables de faire déclencher 23 départs en même temps, fictifs, pour qu'un départ soit efficace. Comme ça, les forces de l'ordre sont réparties et on a eu un accroissement des traversées de la Manche. Les chiffres sont simples, ils sont publics. 8000 en 2020. Au 15 septembre 2021, nous étions à 26 000 tentatives de traversée de la Manche. Donc, qu'on ne me dise pas que c'est un phénomène qui s'atténue, non, il s'étend. Il s'étend, et avec donc une dimension beaucoup plus importante. Et c'est là où on a besoin de forces de l'ordre complémentaires pour éviter à ces gens, je dis bien pour éviter à ces gens, des drames humains. Parce que les services de police, les services de la SNSM sont en permanence sollicités pour aller chercher des gens. Mais il faut voir, je l'ai vu, sur des canaux où on peut transporter 4 à 5 personnes, être 18, 20, 25. Esther Benbassa, vous faites partie des sénateurs qui se déplacent régulièrement sur ces camps de migrants. Cette évacuation de Grande-Synthe hier par le gouvernement, c'est une bonne chose finalement ? Ça résout de manière temporaire une situation de misère avec des relogements de ces personnes ?
Non, mais enfin, ça ne résout pas le problème, n'est-ce pas? Moi, j'ai été le 9 novembre à Calais, j'ai été toute la journée, j'étais avec les associations et les grévistes. Le père Philippe a arrêté sa grève de la faim, mais il y a 2 personnes qui sont, je crois, au 38e jour de grève de la faim. À Calais, ils demandent un moratoire pour l'hiver, qu'on arrête les expulsions. Enfin, écoutez, chaque fois, on parle des migrants qu'on essaye de loger, mais on n'a pas assez de logements. Il y a 1500 personnes à Saintes. On a trouvé 600 et quelques places d'hébergement. À Calais, c'est la même chose. On veut les loger à l'extérieur de la ville. Je comprends qu'on ne veuille pas l'accumulation, le grossissement de ces populations qui sont dans les rues, certains sous des tentes, des femmes allaitant des enfants. C'est ce que j'ai vu. Le 9 novembre, il faisait froid. Et les gens étaient là. Et il faut trouver une solution. Ces gens-là ne restent pas en dehors de la ville. Ils reviennent. Pourquoi? Le problème, c'est on ne les laisse pas partir en Angleterre. Ils veulent partir en Angleterre pour diverses raisons. Ils peuvent travailler au noir, ils ont une allocation dès leur arrivée, ils peuvent avoir plus facilement des papiers. Et ici, en France, on ne les laisse pas tranquilles. Mais qu'est-ce qu'on veut exactement? Il faut des solutions. On peut pas... Monsieur Leski est passé quelques jours avant moi. Et ce qu'il a proposé existe déjà. Loger à l'extérieur de Calais, oui, mais ils se reposent 2 jours, ils reviennent, puisqu'ils veulent partir en Angleterre. La même chose pour le SAS. Moi, le jour où j'étais, il y avait quelques 220 personnes déjà dans le SAS. C'est un SAS de mise à l'abri. Voilà. Concrètement, c'est quoi? C'est un hangar? Oui, c'est un hangar. Mais il y a un lit, il y a des toilettes, il y a un lavabo, etc. Enfin, c'est pas le luxe. Mais on ne demande pas le luxe. Mais écoutez, tout cela existe. Alors, on envoie un fonctionnaire d'État qui va servir de médiateur, qui prend parti pour les solutions de l'État, c'est normal. Et qu'est-ce qu'il peut faire pour vraiment les vrais problèmes concrets qui se posent au-delà de cela? Je demande, et je finis, c'est le vœu des grévistes et des associations, un moratoire pendant l'hiver pour arrêter l'exclusion de ces gens, de leur camp, et de les laisser à Calais pendant l'hiver. Donc on laisse le phénomène s'accumuler. Philippe Bonnecarrère, justement, quelle serait la solution selon vous? C'est pas un appel d'air. Je vais donner la parole à Philippe Bonnecarrère. Est-ce que vous êtes favorable à un moratoire pour arrêter les expulsions de migrants pendant l'hiver? Sur Calais, je pense que l'État fait un effort exceptionnel pour assurer l'hébergement et la mise à l'abri des personnes qui s'installent pour tenter de partir en Angleterre, et que la pire des situations serait de suivre les bons sentiments. Je ne conteste pas les bons sentiments, mais il y a la réalité des bons sentiments. Et si on suit les bons sentiments, on va accepter la reconstitution de camps sur ce secteur, et à ce moment-là, vous créez l'attractivité générale, vous focalisez les problèmes, vous les communautarisez. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de continuer la politique qui est actuellement menée, c'est-à-dire à la fois de ne pas laisser des camps se pérenniser, sinon nous n'allons pas tenir la situation, et en même temps assurer de la mise à l'abri. Mais on ne traite pas du tout cela comme la situation de nos logements dans nos provinces. Ce sont des sujets qui n'ont rien à voir. Jean-Yves Lecomte, en quelques mots, il nous reste très peu de temps. Quelle serait la solution pour traiter cette crise migratoire en France ? La situation est très compliquée et elle ne date pas d'hier. Ça fait des années que nous sommes devant finalement la difficulté de personnes qui ne veulent pas demander l'asile en France et qui souhaitent aller en Grande-Bretagne parce que dès qu'elles sont passées la plage, finalement, elles savent qu'elles n'auront pas de papier d'identité à montrer, elles pourront travailler au noir. Ce qui avait été, je crois, fait de mieux, c'était il y a quelques années quand Bernard Cazeneuve était ministre de l'Intérieur, c'est mettre vraiment tous les moyens de l'État pour essayer de convaincre les personnes qui sont sur place de demander l'asile en France pour pouvoir être accepté de manière digne dans un processus de demande d'asile en restant en France. Ça donc revient finalement à se poser la question de la manière dont nous accueillons en France, de manière à faire en sorte que ces personnes, plutôt que de risquer leur vie pour aller en Grande-Bretagne,
puissent demander l'asile en France, quitte à, si on leur dit non, les raccompagner dans leur pays. Mais donner à notre procédure d'asile une crédibilité, une capacité d'accueil et des perspectives. C'est-à-dire, en fait, promettre la capacité de s'intégrer en France. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Dans 30